avec l'expression de mes hommages renouvelés. Comme vous pouvez voir que vous êtes, cette attente a été bien comprise et tout a été accepté parce que vous êtes aimés par ce peuple. Il y a 48 heures, Monsieur le Président de la République, vous aviez cristallisé et bétonné la ville de Paris par un exposé très remarquable, politique, social, économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, est prête à être cristallisée et aussi bétonnée. Nous n'avons pas ce discours à présenter ou à exposer, il n'y a que votre parole primera. Aujourd'hui, le programme se présente de la manière ci-après, Monsieur le Président. C'est vrai, à Paris, lors de votre vernissage du livre, on a évoqué un ballet, le ballet national. Pendant l'entretien avec la diaspora, c'était de même. Voilà la raison pour laquelle la première partie sera consacrée à une forme d'illustration de ce ballet national prévu par la diaspora ici en Belgique. Et la deuxième partie, Monsieur le Président, après votre exposé, nous allons nous prêter d'une manière anticipative parce que vous nous aviez agréablement surpris et gratifié à Paris avec une séance de questions-réponses pour la diaspora. Alors nous allons réitérer la même chose pour la diaspora ici en Belgique. Il y aura une série de questions-réponses bien sélectionnées. Alors sans plus tarder, j'invite Max Mamona, qui est ici de la diaspora ici en Belgique, à présenter le ballet qui va faire une illustration du ballet national. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers amis, Excellence, Monsieur le Président, honorables invités à vos titres, bien sûr respectifs, permettez-moi de vous présenter le ballet national. Alors, c'est une invitation à un voyage artistique et culturel à travers 4 groupes linguistiques. Et pour bien faire, bien sûr, pour la cohésion nationale. Alors, je voudrais que vous refassiez encore, mais du plus profond de vous et très fort, vraiment, une ovation extraordinaire. D'applaudir bien fort pour notre président, pour la communauté de la diaspora que vous représentez. J'ai nommé le groupe
ce matin, comme vous le savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Mais ce matin, un camp de déplacés a été bombardé par les criminels qui nous agressent. Ce régime barbare de Paul Kagame, qui ont tué, jusqu'ici on dénombre 14 victimes et plusieurs blessés. Parmi les 14 victimes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions infra-humaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel auquel nous avons affaire n'a pas tenu compte de cela. Il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce qu'ils font, ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai hérité d'un régime qui a déjà passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre en place une armée professionnelle et réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de brassage et de mixage qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face, le Rwanda, mais également un autre ennemi invisible, celui-là, qui se trouve dans le nord et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces espions infiltrés en Europe. Et l'un des éléments, l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait jaser beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel. Ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous posent des problèmes. Et si on a des leçons à nous donner, on n'a qu'à aller les donner plutôt de l'autre côté, aux Rwandais, qui sont en train de causer justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau.
Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes. C'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et quand nous sommes trahis, il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes. C'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que ce moratoire que nous avons levé. Nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous l'avons réhabilité, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que du tort, qui ne font que causer du tort